Madame, monsieur, bonjour. L'actualité continue sur NTV International. Bienvenue à ce Midi au Caire. Dans l'actualité d'aujourd'hui, le président de la République, le président Abdel Fattah el-Sisi, a déclaré que l'Égypte a eu un recours au Conseil de sécurité des Nations Unies pour soutenir la médiation africaine via des observateurs onusiens et des pays amis et tient parvenir à un accord global, équilibré et contraignant sur le barrage éthiopien de la Renaissance, le GERD, pour sauvegarder la vie de 150 millions de citoyens égyptiens et soudanais. Le fleuve du Nil a toujours été la seule artère vitale de l'Égypte au fil de son histoire, ce qui explique la vive inquiétude des citoyens égyptiens au sujet du GERD, c'est ce qu'a affirmé le président Sisi dans une allocution prononcée par visioconférence pendant la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Égypte, qui reconnaît les droits de ses frères au développement, est l'un des pays les plus secs et demeure sous le seuil de la pauvreté ONU, a dit le chef de l'État. Donc, pour discuter des missives et de l'importance, bien sûr, de ces messages qui sont adressés à travers cette 76e conférence ou session des Nations Unies par le président Fattah el-Sisi à la communauté internationale, à commencer par le barrage de la Renaissance et d'autres sujets qui sont d'une extrême importance sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. Nous avons le plaisir de recevoir à bord Ahmed El-Lissi, Nassef, qui est expert en économie. Bonjour, docteur Ahmed. Bonjour, madame. Alors, justement, la première des choses, c'est que le président s'est adressé dans le cadre de cette 76e session des Nations Unies qui revêt une importance capitale, que ce soit sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. Mais je commence justement par cette question de redressement économique à laquelle a fait référence le président de la République, le modèle égyptien à travers Vie décente, Haya Karima, qui représente un modèle en matière de réussite, en matière d'économie sur le plan de la réussite économique et sociétale, mais aussi de cette question des droits du peuple africain à une meilleure régie des droits sur les vaccins. Donc le président a parlé justement aussi de soutenir les pays africains et d'alléger leurs dettes. Dans cet esprit de fraternité, dans l'humanité et dans l'africanisme, parlez-nous de l'importance des missives du président. Pour commencer avec, je pense que le président a délivré un discours qui était assez compréhensible. Ce qui touche à l'Afrique, c'était très intéressant parce que le président a mis lumière sur un défi presque mondial qui marche sur deux voies. La première voie, c'est que l'Afrique maintenant est en train de souffrir du manque de vaccins. Donc, on a les ratios et les chiffres d'épidémie en Afrique est beaucoup plus élevés que ce qu'on a partout dans le monde. Donc, ça, c'est très sérieux. Pourquoi? Parce que vraiment, en fin de compte, on n'est pas isolé. On se rappelle tous qu'avec presque 1 milliard, si je ne me trompe pas, de gens qui sont tombés malades par le corona, tout ça a commencé avec une seule personne qui est tombée malade en Chine. Donc, le monde comme la planète, on ne peut pas se permettre de laisser l'Afrique avec tous les pays, avec la population de 54 pays là-bas, qui n'ont pas l'affordabilité pour acheter ou donner les vaccins à leurs citoyens. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va avoir des répercussions sur le monde entier. Oui, là, donc pour pouvoir donc dépasser cette situation économique sur le niveau financier. Et c'est là ça ce que le président Sisi a discuté et la raison. Voilà donc, toujours dans le cadre du vif du sujet, dans cette question je veux dire, d'où l'importance de construire
une industrie donc ici en Égypte en matière de vaccins pour pouvoir aider les frères africains. Je vais vous retranscrire ou vous transposer sur cette question de l'allègement des dettes, justement, qui était la demande du président Fattah al-Sisi pour le continent africain. Il a parlé des pays en difficulté, des pays en situation, donc, ce qu'on appelle des économies intermédiaires. Jetez-nous un petit peu la lumière des modalités, comment la communauté internationale, par le biais des Nations Unies, peut-elle justement, je veux dire, alléger. Est-ce qu'ils peuvent accepter, je veux dire, l'allègement en matière de dette et la suspension de certaines dettes par rapport aux pays qui sont en difficulté ou à revenus limités ou comme a appelé le président Sisi, les pays à économie intermédiaire? Je pense qu'ils n'ont pas trop de choix parce que la vérité des choses, que ces pays maintenant, si on fait les chiffres, ils sont arrivés dans une situation où ils ne vont jamais être capables de payer leurs dettes. Donc il y a deux solutions. On continue à poursuivre ces pays jusqu'à ce qu'ils arrivent à une faillite complète, ou partir dans la direction que le président Sisi a recommandé de faire un relève de dette. Ce qui a été fait historiquement dans pas mal, des fois dans les 50 ans passés. Et si on se rappelle, parce qu'il y a des arguments aussi qu'ils disent à cause de quoi ces pays sont arrivés à cette situation lamentable. Et c'est pas un secret, c'est très souvent à cause de la colonisation que ces pays ont subi par les pays occidentaux. Donc, c'est seulement juste qu'on est arrivé à ce point, et ça devient le rôle de ces pays de relâcher leurs dettes vis-à-vis des pays pour leur donner un peu de champ de manœuvre pour qu'ils puissent sortir du point où ils sont aujourd'hui. Et c'est ça était l'argument de présidence. Oui, alors on va rester sur la question au devant de la scène de justement des messages les plus importants du président Abdel Fattah al-Sisi à la communauté internationale et en guise aussi de fraternité en tant que porte-parole du continent africain. On va revenir sur cette question justement d'africanisme et de lutte contre les droits des citoyens africains qui est à l'ordre du jour dans une des sessions les plus importantes dans le cadre de cette 76e session des Nations Unies. Laissez-moi vous demander aussi pour cette question de vie décente, le président, en parlant je veux dire, d'un des piliers importants de cette session, c'est aussi cette question de redressement économique, cette question aussi de modèle d'intégration économique et donc de développement durable. Le président Sisi a parlé de vie décente en tant qu'une expérience qui est possible à extrapoler à d'autres pays. Parlez-nous un petit peu de l'importance du modèle égyptien qui a été lancé par le président vers la communauté internationale. Le modèle égyptien n'est pas très loin du modèle des Unions Unies, celui avec le développement durable. Mais ce que le modèle égyptien il a fait ou a changé, il a groupé. Normalement, le modèle des Unions Unies, c'est en 17 points ou étapes pour achever le développement durable. Le modèle égyptien a un peu moins des points, mais vraiment encore dedans, on a groupé en Égypte presque 3 ou 4 chaque point du modèle principal, et on les a mis dans un mois. Et là, je pense que le président Sisi est en train de donner un exemple avec le programme qu'on est en train de faire dans l'Égypte rurale, que ça peut être très applicable dans pas mal de pays du continent. Un modèle justement de développement durable pour le monde. Laissez-moi un petit peu pour économiser un peu le temps. Vous êtes économiste et on économise le temps. Cette 76e session des Nations Unies a de grands thèmes, entre autres parmi le volet économique, celui de la vaccination, de l'égalité, etc. Il y a 20 ans après la déclaration de Durban, qui a été justement, qui a rappelé aussi, qui a été faite par au moins 2000 spécialistes, on se rappelle, pour le sida ou le VIH. Et on parle donc
de lutte contre les droits, de lutte contre la ségrégation raciale, ce qu'on appelle la lutte contre les sévices à l'encontre de l'africanisme en général. À quel titre cette question de Durban, déclaration de Durban, 20 ans après, qui se départage par rapport à cette question de coronavirus, cette question pandémique, et jusqu'à quel point elle peut aider, à prendre conscience aussi des risques pandémiques. Je pense que le président Sisi a mis encore de la lumière sur ce point. Qu'est-ce qu'on a? Malheureusement, on n'a pas les maladies ont changé, mais pas la façon avec laquelle on les gère. Malheureusement, ce qu'on avait pour le sida n'est pas très loin que ce qu'on a aujourd'hui pour le coronavirus. Mais malheureusement, ou peut-être que pas, que le coronavirus a une façon de transmission qui n'a pas de choix. Parce que c'est un virus qui est en train de se transmettre par l'air. Donc, on n'a pas de choix un peu différemment que pour le sida. Là, tout le monde peut le recevoir dès qu'on respire. Et là, on a une deuxième fois une obligation, surtout les pays orientaux, occidentaux, ont une obligation d'aider l'Afrique pour la prendre par la main et la faire sortir de l'état de l'épidémie où elle est, où on ne va jamais sortir comme une planète. Là, on n'a pas le choix. On est tous dans la même chaîne. Donc, si l'Afrique reste malade, et on va avoir plusieurs versions de ce virus et ça ne va jamais finir. Donc, maintenant, c'est le temps de mettre en cause et de mettre en application ce qui a dû être fait il y a 20 ans dans la déclaration du Durban. Et c'est ça que le président était en train de discuter parce que malheureusement, on n'a pas encore atteint, je ne veux pas utiliser le mot qui commence par R, mais là, il y a encore des différences entre comment les différentes races sont traitées sur cette planète, malheureusement. Oui, et c'est ça ce que le président était en train de mettre la lumière dessus. Alors, il y a aussi, on va tout de suite être branché sur l'agenda d'aujourd'hui au niveau de cette 76e session qui va aussi, après 20 ans de déclaration de Durban, donc évaluation, comme vous avez très bien dit, qu'on est devant des risques pandémiques totalement différents. Les enjeux sont différents, mais on a besoin de cette solidarité de plus en plus importante, comme a dit le président Fattah al-Sisi. Aujourd'hui, il y a eu une réunion importante sur la lutte contre, justement, la course contre le nucléaire, qui est d'une très grande importance. À quel point cette 76e session peut-elle, freiner le cursus de cette course frénésique pour se nucléariser, surtout avec le problème iranien qui subsiste? Je pense que ça devient de plus en plus une responsabilité internationale. Maintenant, tout le monde sait très bien que une guerre nucléaire, ça risque d'être la dernière guerre sur la planète. Comme je me rappelle, Einstein avait avait une parole très intéressante. Il a dit, je ne sais pas comment la Troisième Guerre mondiale va prendre place, mais ce que je sais très bien, que la Quatrième Guerre mondiale va être faite avec des bâtons et des pierres. Ça veut dire quoi? Si jamais elle va détruire l'humanité. Qui utilise des nucléaires, ça risque d'être la fin de la civilisation comme on le connaît aujourd'hui. Bon, et pourtant, la course est liée. On n'a rien qu'à voir ce dossier qui concerne les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni contre la France pour ces engins qui sont à tête nucléaire. Bref, le temps nous manque. Merci d'avoir participé à ce programme. Docteur Ahmed Lessi, vous êtes expert en économie. Merci bien. On aura l'occasion de reparler aussi de l'actualité donc importante. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour ce midi au Caire. Mais avant de vous quitter, bien entendu,
On va toujours être dans le cadre de l'actualité aujourd'hui, toujours dans le cadre de cette, je veux dire, de ces funérailles nationales adressées à l'encontre du personnage impérieux que représentait donc le maréchal Hissène Tantawi. Je rappelle que le président Abdel Fattah el-Sisi a été à la tête hier des funérailles du maréchal Mohamed Hissène Tantawi, ancien ministre de la Défense et de la Production militaire et également ancien commandant du Haut Conseil des Forces armées. Je rappelle que la présidence de la République a décrété un deuil général de 3 jours à travers l'Égypte à partir d'hier, en signe de deuil pour le décès de l'ancien ministre de la Défense et de la Production militaire et ancien commandant du Haut Conseil des Forces armées, le maréchal défunt Hissène Tantawi. Alors, tout de suite, on va vous présenter le profil, encore une fois, de ce leader égyptien qui a tant fait depuis avant même la guerre d'octobre et était un héros de la guerre d'octobre. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aux funérailles du maréchal Mohamed Hossein Tantawi de la mosquée qui porte son nom. L'ancien ministre de la Défense, le maréchal Mohamed Hissène Tantawi, a dirigé l'Égypte avec sagesse, sincérité et grand dévouement dans les circonstances les plus difficiles pendant la période du règne du Conseil militaire de 2011 jusqu'à la passation du pouvoir après les élections de 2012. C'est ce qu'a déclaré mardi le président Abdel Fattah el-Sisi. Déplorant la mort du maréchal, el-Sisi a affirmé que Tantawi avait joué un rôle principal dans la protection de l'Égypte, décrétant le deuil national pour sa mort. L'Égypte a perdu un père, un enseignant et une personne loyale à sa patrie, a affirmé M. el-Sisi. S'exprimant sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le chef de l'État a présenté ses sincères condoléances au peuple égyptien, implorant Allah à accorder la patience à la famille du défunt qui a servi de modèle de dévouement dans le service de la patrie dans une période considérée comme la plus difficile dans son histoire contemporaine. Le président el-Sisi a décrété le deuil national pour la mort du maréchal Tantawi et a rebaptisé la base militaire High-Step en son nom. C'est la fin de cette nouvelle édition de ce Midi au Caire. Merci pour votre attention à suivre l'actualité sur la TV internationale.